Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui tenait le destin de la Bretagne entre ses mains avant de se retourner contre elle. C'est l'histoire de l'ascension et de la chute vraiment spectaculaire de l'amiral Jean de Quélénec. Cette question, elle est vraiment au cœur de notre récit. Alors, de quoi s'agissait-il? D'un calcul politique à froid, d'une pression familiale à laquelle il ne pouvait pas résister, ou tout simplement de la peur face à une force beaucoup trop grande? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien saisir l'ampleur de la chute, il faut d'abord mesurer la hauteur. Qui était vraiment Jean de Quélénec au sommet de sa gloire? On est donc en 1484. Jean de Quélénec, qui est aussi vicomte du Faou, reçoit la plus haute distinction navale du duché. Il devient amiral de Bretagne. C'est un rôle de pouvoir et de prestige immense. Et attention, ce n'est pas juste un titre pour faire joli. Ce chiffre, 36, c'est le nombre de navires sous son commandement direct. 36 navires, pour l'époque, c'est une force considérable. C'est, ni plus ni moins, le bras armé de la Bretagne sur les mers. Évidemment, un grand amiral a son vaisseau fétiche, et le sien, c'était le Grand Lion. Rien que le nom, ça en dit long sur la puissance. C'était le symbole flottant de son autorité et, bien sûr, de la souveraineté bretonne. Mais voilà, ce pouvoir, il s'exerce dans un contexte de crise absolue. La Bretagne elle-même est sur le fil du rasoir, menacée par son très puissant voisin, le Royaume de France. La fin des années 1480, c'est une période de guerre hyper intense. Les Français avancent et Quélénec se retrouve en première ligne à organiser la défense sur mer comme sur terre. La pression est maximale. Voilà les deux forces en présence. D'un côté, la jeune duchesse Anne, qui devient le symbole de la résistance et de l'indépendance bretonne. Et de l'autre, le roi Charles VIII, qui lui est déterminé à absorber le duché dans son royaume. Autant dire qu'un compromis semble impossible. Il faut se mettre à leur place. Le dilemme est terrible. Rester fidèle à une cause qui, soyons honnêtes, semble de plus en plus perdue? Ou alors se ranger du côté du vainqueur potentiel, pour sauver les meubles, préserver son statut, sa famille? C'est ce choix cornélien, comme on dit, qui déchire toute la noblesse bretonne. Et c'est là, dans ce climat de tension extrême, que Quélénec va prendre une décision qui va non seulement sceller son destin, mais aussi choquer tout le monde à l'époque. Alors qu'est-ce qui a bien pu faire pencher la balance? Eh bien, les sources pointent toutes dans la même direction, l'influence de sa belle famille. À cette époque, les mariages, c'est de la politique. Et le poids de son beau-père, Alain Goyon, était énorme. Ce n'était pas n'importe qui, un serviteur fidèle et puissant du roi de France basé à Caen. La pression ne venait donc pas seulement du champ de bataille, mais aussi de son cercle le plus intime. Et l'acte de trahison, il est concret, il est spectaculaire. L'amiral de Bretagne, celui qui devait protéger les côtes bretonnes, utilise sa flotte pour défendre le port de Brest, mais pour le compte des Français. Et contre les Bretons, c'est le monde à l'envers, une inversion totale de sa mission. La perception de l'époque est sans pitié. Un chroniqueur écrit noir sur blanc qu'il a eu la lâcheté d'abandonner le camp de la duchesse. Le mot est lâché et il est fort. Aux yeux de ses contemporains, ce n'est pas un coup de stratège, c'est un acte de lâche. Forcément, changer de camp comme ça a un prix. Quélénec pensait peut-être assurer son avenir, mais les conséquences de sa décision vont être immédiates et très dures. La réponse de la duchesse Anne, elle, ne se fait pas attendre. Elle le traite d'amiral infidèle et le démet de ses fonctions. C'est simple, du jour au lendemain, il perd le titre qui faisait toute sa gloire. Mais le pire, c'est que la récompense espérée du côté français n'arrive pas. Et c'est ça, toute l'ironie tragique de l'histoire. Ses nouveaux maîtres ne lui font pas vraiment confiance. Logique, un traître reste un traître. Résultat, sa pension est réduite, on lui file des commandements mineurs, loin, très loin de son prestige d'avant. La chute est progressive, mais inévitable. Il est complètement mis au placard. Ce graphique, il illustre parfaitement cette dégringolade. D'un côté, le sommet, le prestige d'amiral de Bretagne. Et de l'autre, son rôle quasi inexistant dans la flotte française. Le contraste est saisissant. Il a tout misé sur un changement de camp et au final, il a presque tout perdu. La dernière partie de sa vie, je n'ai pas celle d'un héros de guerre qu'on récompense. C'est plutôt celle d'un homme qui, petit à petit, s'efface de la grande histoire. Le lieu de sa mort est très symbolique. Il ne meurt pas chez lui, en Bretagne, sur ses terres, mais à Caen, en Normandie, dans la maison de ce fameux beau-père qui l'avait poussé à la trahison. Un exil doré peut-être, mais un exil quand même. Alors, quel est son héritage? C'est celui d'un homme qui, en voulant à tout prix sauver sa position, a finalement perdu son honneur, son commandement et sa place dans l'histoire de son propre pays. Il est passé du statut d'acteur majeur à celui de simple figurant. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Après avoir vu les faits, comment le considérer? Était-ce un traître qui a manqué de courage au moment décisif, ou un pragmatique qui a simplement vu que la cause bretonne était perdue et qui a essayé de sauver ce qu'il pouvait?
La réponse, comme souvent en histoire, elle n'est sans doute pas si simple.